Votre fidélité à TPT Plus nous rassure, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. À la une de cette actualité, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a pris part à la cérémonie d'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba sur invitation de son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse chaque 3 mai qui est devenue l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression à suivre dans le journal. Et puis la disparition des 2 soldats américains lors d'un exercice militaire au sud du Maroc. C'est tout pour les titres, à présent les détails. Comme annoncé au titre, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a pris part à la cérémonie d'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba à Libreville le 3 mai dernier. Plus de détails dans ce reportage. Ce dimanche 3 mai 2026, jour mémorial pour la République gabonaise, le Gabon, fidèle à son président Brice Oligui Nguema, a pris date avec l'histoire à l'occasion de l'inauguration du Palais des Congrès de Libreville, baptisé du nom de son ancien dirigeant Omar Bongo Ondimba. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Libreville en ce jour historique pour apporter leur soutien au peuple gabonais et magnifier l'excellence des relations qui existent entre leur pays et le Gabon. Parmi ces chefs d'État, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a foulé le sol gabonais ce dimanche dans la matinée. Au bas de la passerelle, son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema pour accueillir son invité de marque. Les 2 chefs d'État passent les troupes en revue, exécution des hymnes nationaux du Congo et du Gabon, puis bref, entretien au salon d'honneur avant d'être salués par une population en liesse sur l'esplanade de l'aéroport Léomba. Bâti dans l'enceinte de la Cité de la démocratie, le Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba est un joyau architectural qui intègre l'ambition de Brice Oligui Nguema de moderniser le Gabon à travers la construction des infrastructures de qualité. Il intègre le dispositif architectural de la Cité de la démocratie qui compte entre autres édifices, le siège de la représentation des Nations Unies, un parc animalier, un musée et une caserne militaire de la garde républicaine. Ainsi, le Gabon tout entier rend hommage à son ancien président Omar Bongo Ondimba, une vision qui vient d'être transformée en une réalité, a dit le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence des chefs d'État, de gouvernement et des délégations venues pour la plupart du continent africain, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé à la remise des distinctions honorifiques à des personnalités qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce projet de modernisation de la Cité de la démocratie. Grand officier pour certains et grand croix dans l'ordre du mérite gabonais pour les autres. Denis Sassou Nguesso vient ainsi d'effectuer une visite de travail de quelques heures à Libreville qui renforce les liens d'amitié et de coopération entre le Congo et le Gabon. Le 3 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale de la presse dans le but de maintenir la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante et de mettre l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État, avec l'objectif étant d'encourager les professionnels de médias à bien exercer leur métier. Suivez. La journée mondiale de la liberté de presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Elle vise à célébrer les principes fondamentaux de la liberté d'expression, évaluer cet état de fait mondialement, défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes. Aujourd'hui, dans le monde, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux gens. Dans notre pays, le Congo, le ministre de tutelle a fait une déclaration en vue de rappeler le rôle que joue la presse. Que nous soyons des responsables publics
des professionnels des médias ou de simples citoyens. Sa déclinaison pratique traduit une réalité profonde. Sans presse libre et responsable, il ne peut y avoir ni paix durable, ni démocratie vivante, ni développement inclusif. À l'heure où le monde est traversé par des crises ou enjeux multiples, conflits, désinformation, mutations technologiques, au premier rang desquelles l'intelligence artificielle, la liberté de la presse apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de nos sociétés. Comme le relève l'UNESCO, la liberté d'expression constitue un levier fondamental pour bâtir des sociétés de l'information justes, résilientes et pacifiques. Dans un monde où le numérique est en train de gagner du terrain, la presse est censée s'adapter à cette nouvelle technologie. Notons que la liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme assurance que les autres droits seront respectés. Et le 1er mai de chaque année, les travailleurs des secteurs publics et privés célèbrent la journée internationale du travail. À Dolisie, dans le département du Niari, cette journée n'est pas restée en marge. Les travailleurs de certaines administrations publiques et privées ont célébré cette journée en l'absence des activités officielles qu'organise la tutelle. Un reportage de Josévat Dekous. Pas d'activité officielle organisée dans le département du Niari pour la célébration de la 140e édition de la Journée internationale du travail. Certaines administrations publiques et privées du Niari ont opté pour un repas en l'absence des activités habituelles pour célébrer cette journée. C'est le cas des administrations financières du Niari, à savoir la douane, les impôts et le trésor, de la municipalité de Dolisie et du centre scolaire Les Prémices. Pour les administrations financières, elles se sont retrouvées dans un esprit de relation fraternelle et familiale autour d'un repas copieux dans un restaurant de la place. Les directeurs des régies financières ne sont pas restés indifférents pour cette journée. Nous nous sommes rassemblés entre l'administration, la douane, les impôts, le contrôle budgétaire, toutes les directions qui sont régies par le ministère des Finances. Et nous sommes réunis ici autour de l'impôt pour commémorer, passer ces moments ensemble, toujours dans le cadre de vivre ensemble. Ce que prône donc notre président de la République. La municipalité de Dolisie, quant à elle, n'est pas restée en marge de cette journée. Les travailleurs de cette commune se sont retrouvés dans la salle de mariage de l'hôtel de ville pour partager un repas offert par le président du conseil municipal, maire de la ville. Nous avons organisé convenablement la fête et cette fête-là est passée dans la tranquillité. Il n'y a pas eu de problème. Dans l'ambiance, les gens ont bu, les gens ont mangé. Du côté des administrations privées, le centre scolaire Les Prémices a opté pour une causerie débat entre les travailleurs en matinée avant de se retrouver dans un coin de la ville pour le côté festif, nous raconte Pi Esaïe, directeur de ce centre scolaire. La première activité cette année-ci, c'est une activité, c'est une causerie débat parce que tous les ans, il faut conscientiser, il faut apprendre à conscientiser le personnel. Et donc le thème de ce jour, c'était le respect de la qualification professionnelle des autres. Et donc, nous avons discouru pendant 2 heures pour lier l'utile à l'agréable. Et nous avons choisi ce milieu magnifique. Et c'est ici que nous avons offert un repas à nos collègues, aux travailleurs. Une satisfaction totale pour les travailleurs. Nous sommes ici au repas que notre directrice générale nous a convié. Et nous sommes là avec les collègues et tout. Nous fêtons la fête du travail. Ça se passe très bien dans l'ambiance, vous pouvez le constater, tout le monde est heureux, nous avons mangé, il y a une collation et voilà, tout se passe dans l'ambiance. Bien que la préfecture du Niari n'ayant pas organisé des activités pour célébrer cette journée, ces administrations publiques comme privées ont trouvé une belle manière de célébrer cette journée qui n'est autre qu'une journée revendicative et festive des travailleurs. À Brazzaville, sur plusieurs axes de la ville, des chantiers mal signalés s'imposent aux usagers de la route, faute de balisage adéquat. Les zones de travaux deviennent de véritables dangers où chaque déplacement peut rapidement virer au risque d'accident. Quelle est donc l'importance du balisage? Élément de réponse dans ce reportage que signent Michel Opakwele et Eli Eliumsa.
Circuler en ville devient parfois un parcours du combattant, surtout à l'approche des zones de travaux. À Brazzaville, les chantiers se multiplient, transformant le visage de la ville. Mais derrière cette dynamique, un danger silencieux s'installe, l'absence du balisage adéquat. Trop béant, matériaux abandonnés, absence de panneaux de signalisation, le décor est souvent le même. De jour comme de nuit, les usagers sont pris au piège, un instant d'inattention et c'est l'accident. Motocyclistes déséquilibrés, véhicules endommagés, piétons surpris, les conséquences sont bien réelles. Et pourtant, ces drames pourraient être évités avec des mesures simples, des panneaux visibles, des barrières solides, un éclairage suffisant, d'où l'importance du balisage de chantier. Le but du balisage d'une zone d'activité, c'est de nous informer de la présence d'un risque et de nous éloigner du danger auquel le risque est associé. À travers différents moyens qui servent à délimiter la zone d'activité, la zone à risque, et d'interdire l'accès à ces zones à risque-là. C'est le but du balisage d'une zone d'activité. Le balisage de chantier n'est pas un luxe, c'est une règle de base. C'est dans ce sens qu'il est primordial de connaître ses caractéristiques. 3 types de moyens de balisage en fonction de la durée du sentier. Premier, pour les sentiers de courte durée, sans interruption du sentier, les moyens de balisage recommandés sont les rubans de signalisation qu'on appelle rubalises ou les cônes de sentier. Lorsque la durée est comprise entre 1 heure à 8 heures sans interruption, sans pause, il est recommandé d'utiliser les rubalises qu'on appelle les rubans de signalisation ou des cônes de sentier. C'était le premier moyen. Pour les sentiers de courte durée, avec interruption cette fois-ci, les moyens de balisage recommandés sont les barrières rigides ou les polettes et les scénettes sont recommandés. Par exemple, pour les durées de 1 heure à 8 heures, lorsqu'il y a des pauses au moins d'1 heure, il y a interruption du sentier, il est recommandé d'utiliser ces barrières rigides là ou des scénettes ou des polettes. Utiliser ça. Troisième moyen, en fonction du sentier toujours, pour les sentiers de longue durée avec interruption du sentier, les moyens de balisage recommandés sont les grilles rigides. Lorsque la durée d'intervention dans le sentier est supérieure à 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, les moyens de balisage, c'est les grilles rigides à utiliser. Voici donc les différents moyens de balisage en fonction de la durée d'intervention et de la nature de l'intervention. Laisser un chantier sans signalisation, c'est exposer délibérément la population au danger. Face à cette réalité, il est urgent d'agir, renforcer les contrôles, sanctionner les manquements et surtout, instaurer une véritable culture de la sécurité sur tous les chantiers. Un chantier bien balisé protège, un chantier négligé met en danger et sur nos routes, chaque vie compte. Parlons santé dans ce journal. AVC à 40 ans, diabète découvert trop tard, insuffisance rénale et plusieurs d'autres maladies au Congo-Brazzaville qu'un adulte sur 3 souffre sans le savoir. La cause, on attend d'être malade pour aller à l'hôpital. Pourtant, un simple bilan de santé annuel peut tout changer. Quelle est donc l'importance du bilan de santé? Élément de réponse dans ce reportage. Le bilan de santé générale au Congo est une nécessité absolue pour améliorer l'espérance de vie et la santé publique. Il permet de passer d'une santé sur vie à une santé maîtrisée. Malheureusement, le bilan de santé médicale régulier n'est pas ancré dans les habitudes des Congolais. La population consultant majoritairement lorsqu'une maladie s'est déjà déclarée. D'où, parfois nous constatons des morts brusques dans notre société et accusons parfois les hôpitaux et médecins de causer la mort à nos parents. Le docteur Livlen Anzono nous en parle. Cliniquement, on utilise la terminologie anglophone, un check-up, c'est-à-dire que normalement, il est conseillé tous les ans, pour ceux qui ne sont pas malades, de faire un check-up ou un bilan général de santé qui comporte quelques examens essentiels et qui peuvent être appuyés par d'autres examens de convenance par le patient selon les moyens de sa poche.
et nous avons des examens de routine qu'on appelle systématiques pour tout patient qui arriverait. Normalement, le médecin devrait avoir une cartographie parce qu'il y a des maladies non transmissibles qui sont des maladies silencieuses et tueuses qui tuent à bas bruit, des maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle, sont des maladies à bas bruit, et nous avons également le cancer aussi qui devient de plus en plus mis sur la table, et il est conseillé actuellement et encouragé vraiment de faire un bilan systématique. Nous demandons à la population de ne pas seulement épargner pour acheter une bouteille de bière, de ne pas seulement épargner pour acheter un bâton de cigarette, mais de plutôt épargner pour sa santé. De même qu'on investit pour acheter une parcelle, pour acheter un terrain, construire une maison, probablement pour léguer à la génération future, mais on devrait également penser à faire le check-up ou le bilan systématique au moins une fois l'année. Donc penser à épargner, ça c'est des conseils sociologiques éducationnels que nous sommes en train de faire passer, et puis nous encourageons le gouvernement à renforcer l'aboutissement de l'assurance maladie. Pour la plupart des cas, les populations ne consultent que le médecin que lorsqu'on est malade. Pourtant, le bilan est essentiel pour prévenir les maladies. D'où, adopter le réflexe du bilan de santé générale au Congo n'est pas un luxe, mais une nécessité pour une meilleure gestion de sa santé, permettant de passer d'une logique de soins curatifs, ce qui est normal, mais surtout une logique de prévention, ce qui est souhaitable. N'oublions pas qu'un adage populaire nous enseigne « Tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore ». La question de la dot cristallise depuis plus d'un demi-siècle. Une tension persistante entre le droit écrit et les réalités sociales. Cette pratique demeure pourtant largement observée et profondément ancrée dans les traditions. Derrière ce paradoxe se dessine un débat complexe à la croisée des normes juridiques, des héritages culturels et des mutations sociales. Prince Charlie Chikaya pour ce récit. La dot est une réalité de la société congolaise. Cependant, au regard de l'histoire du Congo, le système de la dot a subi une évolution juridique. La réglementation de la dot n'a pas été la même avant la colonisation, pendant la colonisation et après celle-ci. La loi 073/84 portant code de la famille apporte quelques bouleversements sans précédent dans la conception des mariages en général et de la dot en particulier. Selon l'article 140, la dot a un caractère de symbole. Elle est facultative, elle peut être payée en nature ou en espèces. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs. Mais dans les faits, cette interdiction n'a jamais été réellement appliquée. La dot reste une étape incontournable du mariage coutumier. Sur le terrain, les avis divergent. Pour beaucoup, la dot ne saurait être réduite à une transaction financière. Elle est avant tout un symbole, celui de l'engagement, du respect et de l'union entre deux familles. Au-delà du symbole, la pratique de la dot suscite aussi des critiques. Dans certains cas, elle est accusée d'être instrumentalisée à des fins financières. Certaines familles en font un fonds de commerce. L'artiste chanteuse Laila Ndvegrov avait tenu une conférence de presse le 1er mai dernier à Pointe-Noire pour la présentation de son nouvel EP intitulé Résilience, qui est composé de 6 titres dont 2 collaborations. On fait le point avec Esti Kuhlman. La scène musicale congolaise s'est enrichie d'une nouvelle œuvre artistique portée par Laila Ndvegrov. À l'occasion d'une conférence de presse tenue le 1er mai 2026 au restaurant Lunch Bar Sequoia, l'artiste chanteuse a présenté son nouvel EP intitulé Résilience. Dans une atmosphère à la fois conviviale et intimiste, le maître de cérémonie Souloro a fait l'évocation du parcours discographique de la meilleure artiste féminine des 2 Congo 2025 au Congo Awards.
L'album Constellation a été un melting pot. Vous avez compris qu'on pouvait partir de Mundele à la poupée de Mosaka en passant effectivement par à tous les êtres que nous avons tous aimés. Il y a eu de la rumba, de la soul, du reggae, de la dancehall. On pouvait en retrouver dans cet album. Prenant la parole à son tour, Laila N'Dou a d'abord remercié la presse d'avoir honoré de sa présence avant de dévoiler le sens de cet opus. Avec émotion, elle a expliqué que cet EP est profondément autobiographique. Il retrace les différentes étapes de sa vie, marquées par des expériences intenses. L'amour, la trahison, la peur, mais aussi des moments de joie et de reconstruction. Pourquoi le nom résilience? Parce que c'est des années d'efforts, c'est des années des fois des échecs, des fois des erreurs. Dans le parcours, on rencontre des gens. Il y a des gens qui sont là pour rester, il y a des gens qui sont là pour ne pas rester, il y a des gens qui peuvent aussi revenir au fil du temps. Donc la résilience, c'est un peu mon histoire, mes histoires d'amour, mes histoires personnelles, mes victoires aussi, parce que les victoires, elles se célèbrent également. Donc résilience, c'est ça, c'est la nouvelle Laila, on va dire, qui revient un peu aux sources, sachant que je suis toujours un papillon, donc vous pouvez toujours vous attendre à tout avec moi. À travers ses chansons, l'artiste propose ainsi un voyage sincère dans son univers personnel où chaque titre apparaît comme un fragment de son histoire. Cette EP Résilience est composé de 6 titres, parmi lesquels, avec le peu qu'on a, Fit Ralph 96, Pili Pili Fit J6 Abdallah, Balade, No Comment, Dévotion et Valeur. 2 clips sont d'ores et déjà disponibles sur YouTube, notamment avec le peu qu'on a et Pili Pili, offrant un avant-goût visuel de son univers musical. D'autres clips sortiront progressivement chaque mois. S'en est suivi une séance de questions-réponses avec les journalistes présents. Sans détour, l'artiste chanteuse a répondu aux différentes préoccupations, apportant des éclaircissements sur son processus créatif, ses inspirations ainsi que les messages qu'elle souhaite transmettre à son public à travers Résilience. La rencontre s'est poursuivie par une séance d'écoute exclusive de quelques titres de son EP lors d'un concert semi-live. Dès les premières notes, l'ambiance s'est réchauffée. Certaines sonorités ont visiblement conquis l'assistance au point d'esquisser quelques pas de danse dans la salle. Une réaction spontanée qui témoigne de l'accueil déjà favorable réservé à ce nouveau projet musical. Avec Résilience, Laila N'Dou signe un EP personnel et authentique qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière artistique. Le président sénégalais a rappelé que son parti devait primer sur les ambitions individuelles dans un contexte de tensions persistantes avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Suivez. Au Sénégal, les tensions s'accentuent au sommet de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye a déclaré que le PASTEF est plus grand que n'importe quel homme, mettant en garde contre une personnalisation du pouvoir. Dans un entretien télévisé, il a estimé que le parti pourrait être détruit si ses membres ne changent pas de cap. Ces propos visent implicitement le Premier ministre Ousmane Sonko, figure centrale du mouvement et acteur clé de la victoire électorale de 2024, alors qu'il était empêché de se présenter. Bassirou Diomaye Faye a rappelé que les sacrifices consentis lors des manifestations, morts, blessés et emprisonnements, visaient un projet et non un homme. Il a également souligné que le maintien d'Ousmane Sonko à la primature dépendait de sa confiance, ajoutant qu'un remplacement restait possible le jour où cela ne serait plus le cas. De son côté, le Premier ministre, très influent auprès de la jeunesse, avait récemment dénoncé un manque de soutien du président. Ces divergences publiques illustrent les tensions internes au sommet de l'exécutif et interrogent sur la cohésion du pouvoir. 2 soldats américains portés disparus lors d'un exercice militaire dans le sud du Maroc auraient été aperçus pour la dernière fois après de falaises en bord de mer et pourraient être tombés dans l'océan. Suivez.
2 militaires américains portés disparus samedi lors de l'exercice African Lion 2026 dans le sud du Maroc auraient été aperçus pour la dernière fois au niveau d'une falaise à Kabra dans la région de Tantan. Ils auraient chuté de la paroi par accident dans l'océan, selon les précisions fournies par des responsables américains qui rejettent tout lien avec un quelconque acte terroriste. Les 2 hommes étaient partis randonner une fois les exercices terminés samedi. Leur absence le soir a donné l'alerte. Les forces armées royales marocaines ont confirmé leur participation aux recherches. D'importants moyens sont déployés, hélicoptères, navires, drones, équipes d'alpinistes et plongeurs spécialisés. Et enfin, Donald Trump n'a pas prévenu ses alliés avant d'annoncer le retrait soudain de 5000 soldats américains d'Allemagne. Cette décision intervient en plein conflit avec le chancelier allemand Friedrich Merz, provoqué par ses critiques de la guerre américaine en Iran et de la stratégie de Washington. Je vous propose de suivre ce reportage. Donald Trump a annoncé le retrait de quelques 5000 soldats américains stationnés en Allemagne dans un délai de 6 à 12 mois, après des tensions avec Friedrich Merz sur la guerre en Iran. Le président américain avait menacé de réduire la présence militaire dans ce pays membre de l'OTAN après que le chancelier allemand avait critiqué publiquement la stratégie des États-Unis face à l'Iran, estimant que Washington, je cite, se faisait humilier. Berlin a pris acte de cette annonce. Le ministre allemand de la Défense a déclaré samedi que ce retrait était attendu et que l'Europe devait davantage assurer sa propre sécurité. Le départ annoncé de 5000 soldats représenterait environ 14% des forces américaines stationnées dans le pays. Au Congrès, des élus démocrates ont averti que cette situation pourrait profiter à la Russie et nuire aux intérêts des États-Unis. Après le journal, vous allez suivre la déclaration du gouvernement suite à la journée mondiale de la liberté de la presse par le ministre Thierry Mongala. Alors retenez, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ensemble, partageons l'information. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, chers professionnels des médias. En ce 3 mai 2026, la République du Congo se joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Instituée par les Nations Unies et gérée sous l'égide de l'UNESCO, elle a pour objet principal de rappeler à tous les États leur devoir fondamental et impérieux de garantir la liberté d'expression et d'information sur le territoire sous leur juridiction. Cette journée est également un moment de réflexion, de responsabilité et de reconnaissance envers celles et ceux qui, au péril de leur vie parfois, œuvrent pour informer, éclairer et éveiller les consciences. Le thème de cette année 2026 est le suivant, je cite, « Façonner un avenir en paix, promouvoir la liberté de la presse pour les droits humains, le développement et la sécurité. » Fin de citation. Ce thème, au cœur des défis contemporains, nous interpelle collectivement et individuellement. Que nous soyons des responsables publics, des professionnels des médias ou de simples citoyens. Sa déclinaison pratique traduit une réalité profonde. Sans presse libre et responsable, il ne peut y avoir ni paix durable, ni démocratie vivante, ni développement inclusif.
À l'heure où le monde est traversé par des crises ou enjeux multiples, conflits, désinformation, mutations technologiques, au premier rang desquelles l'intelligence artificielle, la liberté de la presse apparaît plus que jamais comme un pilier essentiel de nos sociétés. Comme le relève l'UNESCO, la liberté d'expression constitue un levier fondamental pour bâtir des sociétés de l'information justes, résilientes et pacifiques. Mesdames et messieurs, la presse, garante des droits humains et de la démocratie, joue un rôle irremplaçable en ce qu'elle consacre le droit des citoyens à l'information, renforce la transparence et la redevabilité publique, contribue à la consolidation de l'état de droit et permet une plus grande protection des libertés fondamentales. Dans nos sociétés modernes, l'information est un bien public. Sans elle, il n'y a ni choix éclairé, ni participation citoyenne effective. Ces préalables peuvent cependant être remis en cause par des défis tels que la désinformation et la manipulation de l'information, mais également un climat d'insécurité réservé aux journalistes. Les rapports internationaux les plus récents alertent sur un recul préoccupant de la liberté d'expression et une augmentation des menaces contre les journalistes. À cet égard, notre responsabilité est collective. Par ma voix, le gouvernement réaffirme l'attachement de notre pays au principe de liberté de la presse, la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un environnement médiatique pluraliste et responsable, fondé notamment sur le renforcement de la professionnalisation des acteurs des médias. Enfin, notre détermination, celle du gouvernement, à garantir la sécurité des journalistes. Mesdames et messieurs, il s'agit de garantir à chaque citoyen le droit d'être informé librement, de faire de la presse un levier de cohésion nationale, de progrès et de stabilité. En ce jour symbolique, il convient de rendre hommage aux journalistes et professionnels des médias qui ont payé le prix ultime pour la vérité. Selon un rapport de l'UNESCO rendu public en novembre 2025, en 3 ans, 310 journalistes à travers le monde, dont 24 femmes, ont payé de leur vie leur engagement pour une presse libre. À cet égard, le gouvernement renouvelle l'engagement des plus hautes autorités de notre pays en faveur d'une presse libre, indépendante et responsable. Mesdames et messieurs, le gouvernement, en concertation avec les acteurs et professionnels du secteur, en tête desquels le régulateur des médias, à savoir le Conseil supérieur de la liberté de communication, mettra en œuvre des réformes nécessaires pour adapter notre cadre juridique et institutionnel aux évolutions du paysage médiatique. À cet effet, il prendra les initiatives nécessaires pour qu'une concertation soit lancée, sous des formes et procédures à préciser, afin que nous revisitions tous, ensemble, les grands textes législatifs et réglementaires qui régissent notre secteur de la communication et des médias depuis déjà un quart de siècle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en conclusion, le gouvernement lance un appel aux professionnels des médias pour un journalisme éthique, rigoureux et responsable. Un appel également aux autorités publiques pour un dialogue permanent et fécond avec la presse. Un appel à la société civile pour une défense active de la liberté d'expression. Enfin, un appel aux partenaires internationaux pour un soutien continu au développement des médias congolais. Vive la liberté de la presse. Vive la République. Je vous remercie.